un très beau document que nous avions et que nous avons toujours d'ailleurs dans nos archives, en hommage donc, comme vous l'avez compris, à Alexandre Solzhenitsyn. Sachons que Alexandre Solzhenitsyn est mort il y a exactement un siècle. Suivant les calendriers, c'est le 28 novembre ou le 11 décembre 1918, et que nous allons écouter ensemble un élément très important de dialogue entre François Bousquet, qui est aujourd'hui patron d'émission à Radio Courtoisie, et Christian Brosio, qui assura longtemps la deuxième partie du libre journal de l'abbé Laurence, Alain Laurence, que vous connaissez bien et que vous appréciez beaucoup. Donc, il nous a semblé que pour rendre hommage à Alexandre Solzhenitsyn, c'était vraiment un document irremplaçable, et je pense que vous l'apprécierez. Bien entendu, ce ne sera pas le seul hommage qui sera rendu à cet immense écrivain, surtout à cet immense combattant contre le communisme, mais je pense que celui-là déjà vous mettra dans l'ambiance de ce qui a pu se passer au moment de la mort d'Alexandre Solzhenitsyn, puisque donc il était mort au mois d'août, le 3 août 2008, et que cet enregistrement a été fait juste après, pour lui rendre hommage, déjà un premier hommage après sa mort. Maintenant, ça fait 2008, 2018, ça fait 10 ans, et maintenant c'est le centenaire. Et ce centenaire de Radio Courtoisie, forcément, tenait à s'y associer. Bonsoir, chers auditeurs, et à bientôt. Pour en revenir à Solzhenitsyn, c'est évidemment le coup de tonnerre de cet été, la disparition de Solzhenitsyn, bien que on pouvait évidemment plus ou moins s'y attendre. On savait que son état de santé ne cessait de se dégrader depuis déjà 2-3 ans et surtout depuis quelques mois. Évidemment, l'annonce de cette nouvelle a été répercutée grandement par tous les médias, bien entendu. Ça fait les couvertures de tous les quotidiens, de tous les hebdomadaires et évidemment les télévisions, radios, etc. en ont énormément parlé, suscitant des réactions dans une grande partie du monde, y compris de chefs d'État et de gouvernement, etc. Même Nicolas Sarkozy s'est fendu d'une réaction, une espèce d'hommage unanime, mais on a l'impression que sous cet hommage unanime, cet hommage unanime cache en réalité, dissimule, noie un peu le poisson et dissimule et parfois appelle d'ailleurs certaines arrière-pensées et en tout cas une certaine gêne vis-à-vis du personnage Solzhenitsyn, de son œuvre et de ce qu'il n'a cessé d'incarner durant toute son existence d'écrivain. Alors, en effet, comment caractériser Solzhenitsyn ? Un géant de la littérature, bien entendu, un lutteur visionnaire. C'est l'homme qui, par son œuvre monumentale sur le goulag, qui n'a pas révélé réellement le goulag, mais il en a vraiment disséqué le mode de fonctionnement et de l'intérieur, si vous voulez. Ça a été vraiment une œuvre en profondeur sur la logique interne du système soviétique, le goulag représentant la quintessence même du système soviétique. Et ça, il l'a analysé du fait de son expérience personnelle comme nul autre ne l'avait fait avant lui. Peut-être
que Arthur Koestler, dans une certaine mesure, dans Le Zéro et l'Infini, approche un tout petit peu, avait abordé évidemment un peu les mêmes problèmes, mais ça n'atteignait pas du tout la profondeur et ça n'a pas du tout la portée de ce que Solzhenitsyn a pu faire dans l'archipel du Goulag. Donc, évidemment, tout le monde est obligé de reconnaître le rôle majeur qu'a joué Solzhenitsyn dans l'ébranlement et finalement l'effondrement du système soviétique. Donc, hommage général, mais avec cette espèce de gêne et parfois même de critique qui ont affleuré dans un certain nombre d'émissions radiophoniques sur des grandes stations comme France Inter, Europe 1, RTL, où on a entendu vraiment soit des banalités affligeantes, soit certaines critiques à peine voilées sur le fait que Solzhenitsyn aurait été finalement un nationaliste rétrograde, un vieux réactionnaire, quelqu'un une espèce de vieux grincheux, finalement, certes quelqu'un d'un courage admirable, mais un piètre théoricien politique, une espèce d'imprécateur hargneux, ne comprenant rien à la démocratie, ne comprenant rien au monde moderne, etc. Enfin, bon. Vous êtes en train, Christian Brosio, de faire sourire François Bousquet. Et alors, Qui nous expliquera pourquoi. Il y a eu d'autres articles tout de même dans la presse, certains quand même d'assez bonne qualité. Je pense même que Le Monde, journal Le Monde, pour une fois, ne s'est pas quand même totalement déshonoré. Il y a eu un article assez correct de Georges Niva, qui est même plutôt bon. C'est le meilleur connaisseur. C'est d'ailleurs le meilleur connaisseur de l'œuvre en France. Et ce qu'a fait Georges Niva dans Le Monde est bien, vraiment. Dans Le Figaro, il y a eu un excellent article de Jean-François Colosimo également. Enfin, il y a eu quand même quelques bons articles. Ce qu'a fait Le Point est relativement correct. Mais il y a également un bon article de Frédéric Ponce cette semaine dans Valeurs Actuelles, que je vous recommande. Alors cette semaine, n'oublions pas pour nos auditeurs qu'il s'agit de la semaine du 8... de la semaine dernière, pardon, voilà. Excusez-moi. Dans le numéro de Valeurs Actuelles qui est paru le jeudi 7 août. Voilà. Et nous serons entendus le jeudi 14 août. Absolument. Mais je pense que finalement, l'état d'esprit dans lequel a été accueillie la mort de Solzhenitsyn et dont les médias en général ou les élites occidentales en général ont rendu compte de cet événement est finalement très bien résumé par l'éditorial publié dans Libération du 5 août dernier. Éditorial qui est suivi d'un article, de dossier quand même assez important, biographique, qui rappelle les grands moments de la vie et de l'œuvre de Solzhenitsyn, assez factuel, et sur lequel il n'y a pas grand-chose à dire. Mais l'éditorial, le chapeau, certains habillages en disent assez long sur cette espèce de malaise que doivent ressentir certains représentants de l'établissement en Occident. Voici ce qu'écrit donc Libération le 5 août. Il y a l'éditorial se termine ainsi: l'effondrement de l'Empire soviétique doit tout à Solzhenitsyn. Mais têtu, l'écrivain ne se retrouva pas pour autant en Occident. Alexandre Solzhenitsyn, en effet, n'avait qu'un seul pays, une Russie mythique et imaginaire, passéiste et obscurantiste,
D'ailleurs, il se rallia ainsi à Vladimir Poutine. Alors, prendre un petit peu. Donc là, je trouve que ça résume absolument toute une mentalité qui non seulement essaye de dénigrer Solzhenitsyn en le faisant passer pour une espèce de rêveur finalement qui se rattache à une Russie qui n'aurait pas existé, qui est une Russie mythique, imaginaire, passéiste, obscurantiste, et en même temps il se rallie à Vladimir Poutine, donc ce qui en même temps permet de lancer indirectement une attaque contre la Russie de Vladimir Poutine. Donc on est un peu là dans une espèce de synthèse de la russophobie ordinaire qui accourt quand même, qui caractérise les élites occidentales en général. Mais au fond, vraiment, depuis Custine, hypocrite. Et parfaitement hypocrite. Moi, tout à fait. Si vous me permettez de rebondir sur ce que vous êtes en train de dire. François Bousquet, oui. En effet, là, on a versé beaucoup de larmes, et c'est des larmes de crocodile. J'ai pas lu le dossier Libération, je le regrette. Moi, je m'en suis tenu au dossier du Figaro, qui est assez clownesque, à l'exception de l'article de Colosimo qui est magistral, et de la reprise d'un papier de Raymond Aron qu'il avait écrit en 75 après le premier passage de Solzhenitsyn à apostrophe, où Solzhenitsyn avait été agressé vicieusement par Jean Daniel, par la gauche. Et en réalité, c'est normal que la gauche, depuis 35 ans, attaque Solzhenitsyn, puisqu'il a démoli son rêve de fraternisation universelle. Donc, il n'y a pas que la gauche. Ce qui est frappant, c'est que c'est un mort encombrant parce qu'il a dit des vérités dérangeantes. Et il y a une scène assez curieuse. Et aussi bien pour l'Occident juste, j'allais venir à l'Occident, puisque Kissinger, qui a le nez fin, quand il conseillait Gerald Ford à la présidence jusqu'en 76, avait demandé, Ford voulait rencontrer Solzhenitsyn, et Kissinger avait dit non, surtout pas, ne rencontrez pas Solzhenitsyn, il va dire des vérités assez embarrassantes pour les États-Unis, et ça s'est vérifié quelques années plus tard avec le célèbre discours qu'il a prononcé à l'université d'Harvard pour le 320e anniversaire, que sais-je, où il y avait Jimmy Carter dans la salle, et Carter a été ébranlé par l'attaque en règle que Solzhenitsyn a livrée au système américaniste. Donc en effet, ce que dit Solzhenitsyn est inaudible pour notre époque. Inaudible pour notre époque, absolument. Inaudible, vous voulez dire insupportable. Insupportable en réalité. Notre époque est tellement amnésique, il est évident que le monde à travers Niva a un jugement tellement sûr. Il a écrit le premier livre, je pense, en français, et même le premier livre en général sur Solzhenitsyn et son œuvre. Et il s'est consacré à la faire connaître, avec Struve également en France. Mais pour le reste, le monde, moi j'ai été surpris par une réaction du monde, c'est que le monde s'enorgueillissait du peu de soviétiques à l'enterrement de Solzhenitsyn. Vous voyez que en réalité cet homme a parlé à l'Occident. Alors c'est vrai que Solzhenitsyn n'a pas été lu par les Russes, ou sinon sous le manteau. Il a surtout été lu par l'Occident. En réalité, il a mondialisé la connaissance du Goulag. Mais la connaissance du Goulag, elle était antérieure à Solzhenitsyn. Je crois effectivement, Monsieur Bousquet, que vous venez de dire quelque chose de très juste. Vous nous rappellerez en 2 mots et 2 ou 3 dates justement la vie de Solzhenitsyn. Vous venez de parler de ses écrits clandestins, et je crois que ce qui est très important, c'est ce que vous venez de dire, c'est qu'il a été lu beaucoup plus en Occident pas en Russie. qu'en Russie. Il était imprimé clandestinement. Je crois que son premier manuscrit a été envoyé clandestinement. Pour l'archipel, les livres passaient clandestinement, mais ça c'était la procédure habituelle. Il y a un livre qui est antérieur à l'œuvre de Solzhenitsyn. Alors il y aura l'épreuve du temps. Moi je pense que Solzhenitsyn n'est pas le seul à avoir écrit un grand livre sur le Goulag. Il y a un auteur contemporain qui est Vassili Grossman, qui a écrit Vie et Destin, qui est aussi grand que l'œuvre de Solzhenitsyn. Simplement il a été écrit dans les années 50. Le manuscrit a été récupéré par la police politique soviétique, que les Russes m'excusent, et il a paru en Occident qu'en 81. Donc il y aura l'épreuve du temps. Moi je trouve que ce qu'il y a de plus fort chez Solzhenitsyn, encore plus que l'œuvre. L'œuvre est là, elle est monumentale. Elle va traverser le temps indiscutablement. C'est l'exemple qu'il nous donne. En réalité, moi je le rapproche d'Antigone et de Jeanne d'Arc. Après tout, qu'importe qu'il ait écrit 10 000 pages et 30 volumes. On les lira ou on les lira pas. Ce qui compte, c'est le geste de refus. C'est l'homme qui a dit non. Comme il y a 2500 ans, Antigone a dit non. Comme Jeanne d'Arc, comme Jeanne a dit non. C'est un homme qui a dit non au mensonge, qui a dit non au système concentrationnaire. Et évidemment, au risque de sa vie. Au risque de sa vie, mais avec, je veux dire,
c'est pas les travaux d'Hercule en réalité. Ce qui est fascinant dans la dissidence soviétique, la dissidence russe, c'est que c'est un héroïsme très sobre. C'est des gens qui n'en rajoutent pas. Moi, je rappelle aux auditeurs que Solzhenitsyn est déporté. Enfin, tenez-vous bien. Alors qu'à l'époque, il a reçu une éducation religieuse, orphelin de père, mais éducation dans la foi orthodoxe par sa mère. Mais il l'a ensuite oublié puisqu'il a épousé la Révolution. Ses demi-dieux et ses héros, c'était Lénine, c'était Marx. Il a été officier de l'armée rouge. Mais il a envoyé une correspondance. Il y avait un cabinet noir en Union soviétique. Simplement, c'est un cabinet noir aux dimensions de l'Empire. C'est-à-dire que le courrier était évidemment surveillé. C'est un système d'espionnite. Et donc, il se permettait de soulever quelques petites critiques à l'égard du génie stratégique de Staline. Et ça l'a conduit en déportation. Enfin, aux travaux forcés. Il s'est rendu compte aux travaux forcés que la plupart des gens qui étaient internés là, c'était pour des raisons absurdes. En réalité, on devient dissident par accident. Il suffit de bâiller à une réunion du parti et voilà, on part dans les camps. Et moi, je trouve que il y a une banalité du bien et il faut défendre la banalité du bien. Il y a indiscutablement une banalité du mal. Hannah Arendt a écrit des pages merveilleuses. Elle est assez proche du reste à certains égards de Solzhenitsyn. Mais simplement, je trouve que Solzhenitsyn est extraordinairement normal. On compare souvent à Dostoïevski, et c'est indiscutable qu'il est marqué politiquement et religieusement par Dostoïevski, mais Dostoïevski est un monstre. Et toute l'œuvre de Dostoïevski sort c'est un homme qui est dans les bas-fonds, c'est un homme qui est dans le souterrain, dont l'œuvre est une sonde dans le monde qui est au-dessous du nôtre. Solzhenitsyn, non, c'est un homme de tout ce qu'il y a de plus simple, qui est devenu génial pourquoi il est devenu génial? Parce qu'il y a eu ce travail de décantation dans les camps. Il a passé 8 ans en travaux forcés, quoi. Et son œuvre est portée par les millions de voix, moi je trouve en réalité, les millions de morts, les millions de déportés. Et toute son œuvre est adossée à ça. C'est une œuvre un peu adressée, dédiée à ce qu'on peut appeler, ou ce qu'il lui-même a appelé soit la nation zèque. Voilà, la nation zèque. Le zèque, c'est le prisonnier politique. Et pour quelque chose, avant pour planter le décor, avant on va en parler pendant la Révolution, du moins sous le régime stalinien, c'est-à-dire de 1928 à 1953, il y a 28 millions de déportés en Russie. 28 millions. Pas de morts, de déportés. Les morts, ils sont plus nombreux parce qu'il y a des famines organisées en Ukraine. Oui. La mise au pas de l'Ukraine est terrible. Donc c'est inimaginable. Et c'est pourquoi la gauche ne peut pas pardonner à Solzhenitsyn son œuvre, puisqu'il reprend la vision de Pie XI. Le communisme est intrinsèquement pervers. Voilà, il est potentiellement destructeur. C'est pas le communisme soviétique qui a échoué, ce sont tous les communismes qui, par nature, vont échouer. Parce qu'ils vont, on en reparlera également, puisqu'ils sont portés par l'idéologie, qui est un aveuglement, qui est un trou noir, l'idéologie. Mais encore, ce qu'il y a de plus fascinant chez Solzhenitsyn, c'est qu'il pense que le capitalisme est également intrinsèquement pervers. Et c'est la partie des ça. Et moi, pour préparer l'émission, j'ai relu hier le discours d'Harvard, et c'est une charge, à la fois une charge de bon sens. J'insiste sur ce point de Dostoïevski, sur l'extraordinaire normalité et ce qui fait de lui un personnage anormal qu'il qualifie. Il avait fait du reste un recueil de proverbes. Il est fasciné par la sagesse populaire. Il n'a pas une intelligence royale à la Dostoïevski, ou pas royale, disons plutôt. Il n'a pas le côté coupant et aigu de cette intelligence-là. Lui, c'est plus dilaté. Simplement, il porte la voie de la sagesse, la voie pérenne, la voie du monde durable, la voie de l'humanité qui était celle de l'humanité pendant 2000 ans, des sociétés paysannes, et qu'on a complètement oublié. Et donc, à l'occasion de ce discours d'Harvard, mon Dieu, je dois dire que c'est une charge tellement juste, tellement précise, tellement implacable, tellement rigoureuse du système américaniste qui est le nôtre aujourd'hui, sur le plan des médias, sur le plan politiquement correct. Enfin bref, il y a tout. Dès 78, il voit l'espèce de fatalité, de déchéance qui est en train de frapper l'Occident, et aujourd'hui le monde entier, puisque l'Occident a colonisé le monde entier, ce qu'il appelle le déclin du courage. Et c'est une bombe absolument énorme, une déflagration énorme. L'archipel du Goulag avait été une déflagration énorme dans le camp de la gauche, évidemment. Et le discours de Harvard, c'est une déclaration énorme une bombe énorme lancée dans le camp de l'Occident. À quelle occasion il fait ce discours? En 78. À quelle occasion il est aux États-Unis? Non, il est reçu puisqu'il y a un malentendu entre les Américains et Solzhenitsyn. C'est que les Américains s'attendent à ce qu'il y a une pièce de Shakespeare qui est fantastique, c'est Coriolan. Il reprend le personnage de Plutarque, et ce qui guette tous les dissidents, c'est la trahison. Or, Solzhenitsyn n'a jamais trahi.
trahit son pays. Donc les Occidentaux attendaient à ce qu'il trahisse son pays. En réalité, il y a une alternative évidemment au communisme. L'alternative, on la connaît, c'est le libéralisme. Hein. Donc il est invité à ce titre-là à Harvard. Hein. Il dit évidemment le contraire à l'occasion de ce discours. C'est que si vous pensez que le capitalisme est un système de substitution au soviétisme, vous vous trompez. Vous êtes aussi dégénérés que nous, au fond. Dans un sens, vous l'êtes plus que nous. C'est ce qu'il dit à l'occasion de ce discours. Ce qui est malheureux, c'est que la Russie soviétique, hein, après l'effondrement de la Russie soviétique, c'est que ce système-là a contaminé. Le système américain a telle séduction que même la Russie naissante n'a pas... C'est ce qu'il redoutait du reste. C'est ce qui s'est produit. Et c'est ce qui s'est produit. Hein, et il redoutait... d'abord, lorsqu'il part en exil, d'abord à Zurich, et puis il atterrit aux États-Unis en 1976, où il restera jusqu'en 1994, hein, quand même. Et au milieu des années 80, il redoutait, il a dit à plusieurs reprises qu'il redoutait qu'après les ravages causés par l'installation du communisme et la réalisation du communisme, les ravages causés, les désastres causés sur la Russie par le communisme, succède également un désastre tout aussi important qui serait provoqué par l'effondrement du communisme et par le déferlement du modèle capitaliste occidental qui a lieu aujourd'hui et qui a lieu aujourd'hui et qui a eu lieu particulièrement sous l'ère Eltsine, hein, qui a été catastrophique, hein, de ce point de vue-là. Hein. Christian Brosio, je rappelle que nos auditeurs écoute Radio Courtoisie et que je m'entretiens en ce moment avec Christian Brosio et François Bousquet qui font des commentaires, des réflexions, des observations sur ce qu'ils ont lu et entendu depuis tout de suite après la mort de Solzhenitsyn. Alors là, simplement, vous allez retourner, je crois, en arrière parce que nous savons tous à peu près, y compris peut-être les illettrés, entendu parler de l'archipel du Goulag ou du livre Une journée d'Ivan Denisovitch, à supposer que nous les ayons lus. Mais en Occident et en France en particulier, est-ce qu'on connaît bien la pensée de Solzhenitsyn? Et ces derniers temps, alors, a-t-il fait qu'est-ce qu'il a publié en Russie, puisqu'il est retourné en Russie? Qu'est-ce qu'il a publié et quelles sont ses dernières réflexions, s'il y en a eu, puisque vous dites qu'il est sévère non seulement sur le communisme, mais sur le monde libéral occidental, etc. A-t-il écrit ces dernières années? Oui, il a écrit Comment ramène notre Russie. Il a même des textes assez programmatiques, mais il y a une tradition de prédication chez l'auteur russe, chez Tolstoï. Chez Dostoïevski, à travers le journal d'un écrivain, mais chez Tolstoï, il y a l'essentiel de l'œuvre. Hein. C'est une œuvre de réflexion sur l'univers russe. Hein. Donc oui, quand il est revenu en Russie, il a traversé la Russie d'est en ouest, hein, donc pour se réimprégner. Depuis Vladivostok, hein, pour se réimprégner de sa nation, de sa patrie. Oui, donc il a, comme il récuse l'alternative piégée et empoisonnée qui nous est offerte, à savoir en réalité un matérialisme sous une forme libérale ou une forme communiste. Hein. Il a beaucoup écrit. Moi, je trouve que c'est un écologiste. Hein. Je vais surprendre beaucoup de gens en disant. Enfin, non, c'est pas que je vais les surprendre. Il est authentiquement écologiste. Je pense qu'il a été marqué dans les années 70 par les réflexions du Club de Rome, hein, parce que ça revient sans arrêt dans son œuvre. Peut-être pas sur la dimension démographique du Club de Rome, hein, mais le Club de Rome pensait que l'économie monde qui était la nôtre allait s'effondrer en 2100. Pourquoi? Surpopulation, surpollution, épuisement des énergies primaires. On le voit avec le renchérissement du prix du pétrole. Hein. Simplement, le Club de Rome avait anticipé la catastrophe. Hein. Il pensait que les ressources étaient comptées en pétrole à la fin du XXe siècle. En réalité, du pétrole, il y en a plus qu'il n'en faut. Simplement, il va te coûter cher. Hein. Toute l'œuvre de Solzhenitsyn, est placée sous le signe de cet effondrement, à la fois du soviétisme, à la fois du libéralisme. Pour venir en réalité, j'aime beaucoup cette phrase de Bernanos, c'est qu'on juge une société, une civilisation plus largement, au type d'homme qu'elle a produite, au type d'homme qu'elle a façonné. Et notre société,
a façonné le monde américain. Il y a un tiers d'obèses. Hein. Alors si je parle de ça, c'est parce qu'il y a une petite affaire là en ce moment, c'est qu'on reproche à Obama. Je vais pas faire l'éloge d'Obama ici. Pour moi, Obama McCain, c'est bonnet blanc, ou bonnet blanc ou noir, que sais-je. Hein. Mais cette société-là, elle est forcément maladive, qui a produit un tiers d'obèses. Hein. Eh oui. Vous savez, il n'est pas nécessaire d'aller aux États-Unis pour les voir, ces obèses. Nous sommes en plein mois d'août, une période de tourisme, et les touristes américains que l'on peut voir à Paris, est-ce que Paris, observation parisienne, descendent de leur autocar, c'est épouvantable la proportion d'obèses, hommes, femmes, enfants, adolescents, de tous âges. Voilà, mais c'est ce que dit Solzhenitsyn dans le discours d'Harvard. Hein. C'est nos limites en réalité, et l'obésité c'est aussi nos limites. Simplement, c'est l'absence de limites physiologiques. Hein. Ça, ouais. Et en réalité, ce qu'il propose pour essayer d'enrayer ce phénomène, cette gloutonnerie, de l'homme et de l'Occident, puis de la terre entière colonisée par l'Occident, il propose en bref, ce qu'on appellerait aujourd'hui la décroissance. Hein. Et ce qu'il appelle, lui, l'auto-limitation radieuse. Hein. C'est-à-dire qu'il l'inscrit dans une perspective franciscaine. Hein. Il y a une dimension franciscaine chez les Russes, parce que le sentiment de la nature est acquis chez eux. Est un donné. Pourquoi ? Parce que l'immensité russe fait que la steppe, les bouleaux, fait qu'on vit dans cette nature. Hein. Donc il y a une lumière franciscaine qui traverse cette œuvre. Hein. Et qu'est-ce qu'il préconise ? C'est la décroissance. Ce qui est intéressant dans la décroissance, c'est le préfixe privatif, hein, de décroître. Hein. Donc introduire un petit peu essayer de restaurer le principe des sociétés pérennes. Hein. Ce qui fait que c'est un réactionnaire. En réalité, il s'inscrit dans la ligne de séparation des eaux. C'est, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas vraiment la droite et la gauche, puisque si je prends Obama et McCain, c'est vraiment du pareil au même. La ligne de séparation des eaux, c'est les anciens et les modernes. Hein. Et lui, c'est un ancien. Et il pense que les modernes ont créé un système économique qui n'est pas viable, qui est suicidaire. Hein. Est-ce que c'est un ancien désespéré ou est-ce lui, il est tout sauf qu'il porte un espoir? Ah non, lui, qu'est-ce tout que sauf l'on désespéré. Sait de la croyance? La croyance, elle est centrale. Elle est centrale. Non, elle est centrale. Hein. Elle est vraiment centrale. En réalité, vieux croyant, mais il est très proche. Christian Brosio a raison. Ouais. C'est pas un vieux croyant au sens où il professe pas il est parascole. Hein. Les vieux croyants, un des drames de la Russie, c'est qu'elle a dû se façonner par rapport à l'Occident. C'est Pierre le Grand. Et elle est prise dans une course-poursuite avec l'Occident. Pourquoi ? Pour ne pas se décrocher, pour ne pas être décroché. Donc l'évêque Tikhon et Pierre le Grand ont réformé la liturgie au XVIIe siècle. Hein. On abolit le patriarcat pour mettre en place le Saint-Synode, c'est-à-dire en réalité le pouvoir tsariste avait un œil sur le conseil des évêques. Hein. Et il y a eu une persécution, les vieux croyants, c'est-à-dire les gens qui ont refusé les réformes liturgiques, soit 25 à 30 millions de gens, qui représentent au fond la croyance russe dans ce cas-là de plus pur, de plus originel. Hein. Avec une dimension puritaine, hein. C'est-à-dire il n'y a pas d'analphabète chez eux, il y a une soif de savoir. Hein. On apprend à lire, ils sont souvent commerçants, ils sont souvent riches, hein, et ils sont persécutés pendant 2 à 3 siècles. Hein, et ils sont marqués par un rigorisme et un piétisme de coloration protestante. Beaucoup se réfugient dans les forêts. Beaucoup se réfugient, beaucoup se réfugient dans les forêts. C'est le recours aux forêts, en somme. Les recours aux forêts. Du reste, il y a un livre en russe, j'ai plus le nom de l'auteur, qui s'appelle Dans les forêts. De toute façon, la Russie, c'est toujours réfugié dans la forêt. Dans la forêt, et Solzhenitsyn, c'est ça. Voilà. Peu, hein. C'est quand même. C'est donc l'homme de la terre russe, de la forêt, de la sylve, des bouleaux, des fraîches prairies. Sans paganisme chez lui. Alors qu'il y a un paganisme, chez beaucoup de Russes, mais chez Solzhenitsyn, absolument aucun paganisme. Et toute l'œuvre est placée sous l'aune de sa foi. La chose qui est centrale chez lui, c'est la foi religieuse, c'est la spiritualité. En réalité, tout à l'heure, si je parlais d'obésité, c'est parce que notre société souffre d'obésité physiologique, indiscutablement. C'est ça. En réalité, c'est la métaphore du matérialisme et d'anorexie métaphysique. Hein, qui est la métaphore du désert spirituel créé par le capitalisme. Hein. Donc en réalité, il s'inscrit dans l'œuvre dostoïevskienne sur le plan religieux. Je rappelle le mot de Kirillov, qui est un des personnages qui va se suicider dans Les démons, ou Les possédés de Dostoïevski. Si Dieu n'existe pas, tout est permis. Et en réalité, en effet, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Et dans ce tout est permis va s'insérer l'idéologie, qui est la grande obsession de Solzhenitsyn. Hein. C'est elle qui
qui va empoisonner le cœur des hommes. Hein. Pourquoi ? Parce que elle part sur, il y a un angle mort dans l'idéologie. Elle méconnaît la nature de la réalité de la nature humaine. Hein. Pourquoi ? Parce qu'elle ignore la notion de péché originel, hein. C'est-à-dire le bien et le mal qui est inscrit au cœur de chaque homme, hein, et qu'il faut surmonter. Et toute l'œuvre de Solzhenitsyn est placée sous cette lumière-là. Oui. Alors, en arrive, l'aboutissement, puisque maintenant il est mort. Désespéré? Ah non, pas du tout. Il est porté par l'espérance. Il n'est jamais désespéré. L'effondrement, c'est qu'il y a la promesse du royaume. Hein. D'abord, il y a une tradition apocalyptique chez les Russes. Enfin, il y a une attente ici et maintenant du royaume. Hein. On peut renvoyer les lecteurs à un livre magistral là, qui vient de paraître, hein, de Colosimo, qui est également un des grands connaisseurs de Solzhenitsyn. Hein. C'est son Apocalypse russe. Hein. Il revient sur 1000 ans d'orthodoxie. Donc, c'est l'Apocalypse russe de Jean-François Colosimo chez Fayard. Conseiller un livre, Fayard. Chez Fayard. Et en réalité, il parle surtout. Et le titre exact ? C'est l'Apocalypse russe. Hein. Il parle surtout d'un auteur qui est Dostoïevski, mais également du second auteur auquel il consacre beaucoup de chapitres, c'est Solzhenitsyn. Hein. Pourquoi ? Parce que c'est deux personnages centrales. Hein, Vous les avez déjà rapprochés dans vos propos tout à l'heure. Voilà, oui. Enfin, formellement, Solzhenitsyn est très proche de Tolstoï. Il y a une fascination pour Tolstoï. Il est aux antipodes de Tolstoï, puisque Tolstoï a récusé Tolstoï, mais en même temps, il est fasciné par Tolstoï. Hein. Et puis formellement, il est très très proche de Tolstoï. Ses livres sont très bien composés, très bien écrits. Il a un côté occidental comme auteur, parce que Dostoïevski, c'est plutôt cafouilleux, brouillon, c'est une espèce de prophète biblique à la Ézéchiel. Je veux dire, il est en feu, donc sa parole, il contrôle plus sa parole. Hein. Enfin. Pour rebondir sur l'aspect écologique de Solzhenitsyn, que vous avez très bien développé, François Bousquet. Je citerai simplement ce petit passage de Solzhenitsyn dans sa lettre au chef de l'Union soviétique, publiée juste après son expulsion en 1974, mais cette lettre au chef de l'Union soviétique pourrait être également adressée aux chefs d'État occidentaux. Et aujourd'hui, il écrit ceci, une phrase extraordinaire: le progrès ne doit plus être considéré comme une caractéristique désirable de la société. Non seulement la croissance économique est inutile, mais elle est mortelle. Oui. Voilà, je crois que tout est dit. Ouais. Oui, puis il était pour la croissance zéro. Hein, mais donc, il faudrait relire Solzhenitsyn, mais je pense que derrière, il y a quand même le Club de Rome. Pour la question sur la foi de Solzhenitsyn, et également sur l'embarras dans la célébration, enfin la gêne dans la célébration de ce mort encombrant. Tout à l'heure, je parlais du passage de Solzhenitsyn, son premier passage à apostrophe. Pivot a été formidable pour Solzhenitsyn. Il a consacré des merveilleuses émissions. Enfin, on a la télévision, la Education a repassé l'entretien qu'ils ont eu en 1983. C'était assez prodigieux pour la compréhension d'ailleurs de l'œuvre de Solzhenitsyn et de la façon dont il composait à l'avance ses livres. Ouais. Mais sur l'espérance, non, c'est une œuvre qui est portée par l'espérance. Et Raymond Aron, je me permets de le lire parce que c'est à la fois bref, hein, et ça résume à la fois l'aveuglement de la gauche et le roc de la révélation sur lequel l'œuvre de Solzhenitsyn s'appuyait. Et donc Raymond Aron écrivait dans le Figaro en 75 « Depuis plus de 50 ans, les intellectuels d'Occident refusent d'entendre la question. Une fois pour toutes, ils ont posé qu'il y avait de bons camps et de mauvais camps. Le camp que transfigure la sainteté de la cause et d'autres, qui ne sont que ce qu'ils sont. Tous les intellectuels en Occident commettent à un degré ou à un autre cette faute, toujours enclins à découvrir des raisons pour excuser ou pour excommunier. Les intellectuels qui se disent de gauche la commettent avec plus d'éclat, à la mesure même du goulag qu'ils ont nié le plus longtemps possible, le plus énorme de tous, dissimulé dans l'ombre du régime, qui se déclare le plus humain du monde. Et voici ce qu'il écrit sur la lumière qui émanait et qui rayonnait de Solzhenitsyn. Entre celui qui obsède de l'unité de la gauche, il vise Jean Daniel en l'occurrence, mais on pourrait parler d'un tas de gens de Libération aujourd'hui, et le souci de coopérer avec ses camarades communistes, et le zec, donc le prisonnier politique. La partie n'est pas égale. Mais je ne connais guère de Français que la grandeur de Solzhenitsyn n'eût écrasé. Et je crois, en dépit de tout, que des millions de téléspectateurs ont recueilli son message de charité, de foi et d'espérance, qui illuminait le visage et le regard d'un seul. Voilà.
Et c'est la phrase de Aron est magnifique. Hein. Et Aron balaye une fois de plus. Il a écrit ça à quel moment? En 75. Hein. 75. Et je suis pas un fou d'Aron, hein, mais de temps en temps, enfin, il a rappelé aux sartriens et aux gauchistes certaines vérités élémentaires. Hein. Donc évidemment, il est porté par la lumière. Il n'y a pas comment écrire ce qu'il a écrit sans espérer que d'abord ça va tomber et que c'est porté par quelque chose. Hein. Là, l'épisode du bagne est central dans l'œuvre de Solzhenitsyn, comme il avait été central les travaux forcés pour Solzhenitsyn, comme le bagne avait été central pour Dostoïevski. Il y a une futilité avant la prison chez l'un et chez l'autre. Hein. Il n'y a pas la volonté de faire œuvre. Hein. Donc dans la prison, c'est ce que dit Colosimo dans son article, hein, qui est superbe. Hein. Les Occidentaux, enfin, se gargarisent. Enfin, ça m'embête de dire les Occidentaux puisque je suis obligé de m'y inclure, mais on devrait parler d'occidentisme comme Zinoviev. C'est une métastase de l'Occident. Enfin, ce qui est devenu l'Occident se gargarise de repentance. Hein. En réalité, c'est du repentir jetable, la repentance, puisqu'on passe son temps à s'excuser, mais en réalité à renouveler nos erreurs. Hein. Donc non, chez Dostoïevski, ce qui compte, c'est le repentir. Hein. Et la prison accomplit une véritable rédemption chez lui. Pour moi, c'est une décantation. Comme chez Dostoïevski. À partir de là, il découvre son Dieu et son peuple. Hein. Donc son Dieu russe, au fond. Et à partir de là, l'œuvre est possible. Hein. Mais sans la prison, l'œuvre est impossible. Hein. Donc, c'est ça. Sans la prison, l'œuvre est impossible. Ouais. Et il est porté, moi je le redis, toute cette œuvre est portée par les millions de voix. Hein. C'est une charrue, Dostoïevski, Solzhenitsyn, décidément. Qu'on me pardonne les lapsus, ils ont tellement de points communs. C'est une charrue. Mais les bœufs, si je puis dire, enfin, et qui me pardonnent, hein, c'est ces millions de déportés. Voilà, qui tire, qui porte cette œuvre. Hein. Sans ça, cette œuvre est impossible puisqu'elle est. C'est une très belle image. Oui, mais elle est titanesque. L'œuvre, elle est surhumaine. Quand vous regardez donc les deux grands livres de Solzhenitsyn, ça réclame des recherches historiques si minutieuses, si précises. Hein. C'est un survol de 5 siècles d'histoire. Hein. L'archipel, c'est un recueil de témoignages. Hein. En réalité, c'est plus que ça. Hein. Mais la roue rouge, c'est. La roue rouge. Alors ça, je voudrais tout l'un et l'autre, Christian Ambrosio et François Bousquet, que vous parliez de la roue rouge, car tout à l'heure nous parlions de la connaissance. Et ce qu'il veut faire, c'est une généalogie du crime, hein. Et donc remonter à sa source. Pour lui, c'est la Renaissance, c'est les Lumières. Principalement, c'est les Lumières, voilà. Et pourquoi autre aspect qui fait que la gauche ne peut pas lui pardonner, et que même au-delà de la gauche, la modernité ne peut pas le comprendre. C'est pourquoi elle n'arrête pas de lui faire des reproches absurdes. On lui reproche par exemple d'être antisémite. C'est grotesque, hein, de quelqu'un qui est assez proche, sur lequel on peut faire des réserves, mais qui est assez proche en termes de vision du monde de Solzhenitsyn, c'est Finkielkraut, hein. À savoir, ce sont des réactionnaires authentiques. Hein. Donc évidemment, il a consacré. Il a dit que au Parti communiste, il y avait beaucoup de juifs, hein. Mais enfin, il est tout sauf antisémite. Il a sans arrêt mis en garde les crispations de certains nationalistes russes sur la question juive. Hein. Donc non, c'est parce qu'en réalité, il embarrasse. Hein. Donc on va faire de lui un personnage. Il embarrasse au fond des choses. Il embarrasse jusqu'au tréfond. Parce que toute son œuvre est une voix qui ne peut que déranger intrinsèquement la modernité occidentale, comme elle dérangeait la modernité communiste. Enfin, la version. Donc c'est une voix qui ne peut que déranger. C'est autre aspect également, pour rebondir sur ce que vient de dire François Bousquet à propos de la tradition dans laquelle s'inscrit Solzhenitsyn, ce qui a contribué également à cette incompréhension. Il en a. Ça a été le parallèle qu'il a très bien établi entre la Révolution française, hein, et la Révolution russe. Hein. Il établit bien la filiation. Il y a sa visite en 1993 au Luxembourg-Boulogne, hein, très symbolique, qui a été absolument magnifique. Chose que beaucoup ne lui ont pas pardonné. Hein. Voilà, donc c'est ça. C'est la
c'est comme disait François Bousquet, celui qui n'a jamais plié, quoi. C'est l'homme du refus. C'est la voie du voilà. Moi, j'insiste. Il y a des gestes éternels. C'est de Antigone à Solzhenitsyn, en passant par Peggy, en passant par ce type de voix, par Hannah Arendt à sa manière, enfin avec moins d'éclat. C'est l'homme qui a dit non. C'est l'homme qui a refusé, c'est sa formule, qui a refusé de vivre dans le mensonge. Et c'est une chose très simple de refuser dans le mensonge. Pourquoi il faut parler de banalité du bien. Le bien est une chose très facile. Il suffit de traverser la rue en réalité pour refuser. En réalité, pour dire non, je veux pas tricher avec vous. Non, je ne suis pas votre complice. Non, je serai pas de connivence. Mais là encore avec une très grande sobriété, sans geste romantique, c'est pas les 12 travaux d'Hercule. Enfin, ça le devient quand il part dans les camps, dans les travaux forcés. Mais la manière dont il dit non, c'est pourquoi. Enfin, c'est une œuvre qui est vraiment facile à suivre. C'est nous qui avons perdu le sens de ces vérités élémentaires. En réalité, c'est l'auteur c'est une œuvre de vérité élémentaire. Mais peut-être, sans employer de trop grands mots, mais on peut peut-être le considérer comme une sorte de prophète. Oui, il a une dimension. Parce que vous parliez c'est un prophète du passé, en fait. Voilà, des souffrances, mais des déportés au goulag, il n'y en a pas eu qu'un seul, il n'y a pas eu que Solzhenitsyn, il y en a eu des milliers et des milliers. Et non, les malheureux, il n'en est rien sorti. Il fallait un être comme Solzhenitsyn, avec ce don d'écrire, ce don de vie, ce don d'espoir qu'il avait, etc. Donc, il y a un petit peu ce côté prophète, pour vous dites, Christian Brosio, prophète du passé, peut-être, mais c'est vous, pardon. Non, je sais pas ce que je veux dire. Mais avec les leçons du passé, il veut un peu être le prophète d'aujourd'hui. Disons que Dostoïevski a fait une incursion ou une excursion dans le futur, c'est-à-dire qu'il s'est projeté au XXe siècle. Lui, pour le coup, c'est une œuvre de visionnaire, presque chamanique. Donc, puisqu'il voit à 50 ans de distance, il trouve le brouillard. Donc, personne ne voit rien et lui il voit. Donc ça, mais Solzhenitsyn a fait quelque chose d'autre. Ce que je dis prophète du passé, c'est que il me semble que c'est le mot de Barbé sur Joseph de Maistre. Du reste, il y a un côté mestrien dans l'œuvre de Solzhenitsyn. Il y a une côté punition dans la Révolution. Et plutôt que c'est un prophète juif. Enfin, les prophètes juifs sont pas des prophètes. Le sens qu'on donne au mot prophète, à savoir visionnaire, c'est pas exactement ça un prophète juif. Un prophète juif, c'est un homme qui rappelle à son peuple l'oubli de sa foi. Donc de ce point de vue-là, oui, c'est un prophète juif, doublé d'un puritain vieux croyant qui fait avec un côté un petit peu Caton l'Ancien, puisque s'il a un côté censeur, mais dans le bon sens du terme, oui. Le censeur au sens romain, c'est-à-dire qu'il est là pour rappeler Caton prononce des lois somptuaires parce qu'il y a une telle débauche d'argent à Rome, il faut au contraire de se tourner vers des voies beaucoup plus sobres. Donc pour revenir à l'œuvre, au grand livre, La Roue Rouge, c'est 4 nœuds historiques, mais c'est vers le passé. En réalité, lui, ce qu'il veut démonter, c'est les mécanismes qui ont conduit à la Révolution. La suite il remonte à la source. Les Lumières ou la Renaissance, bref, l'émancipation à l'égard de la figure divine. C'est-à-dire que l'homme, jusqu'au XVIe siècle, l'homme vivait sous l'œil de Dieu. Et à partir du XVIe siècle, c'est le régime de l'anthropocentrisme qui est en train de se mettre en place. Et l'homme vit sous l'œil de l'homme, sous la surveillance de l'homme. Donc c'est contre ça que Solzhenitsyn s'est battu. C'est ce qu'il appelait l'idéologie, qui est pour lui le poison mortel, parce que ça repose sur un angle mort. Il y a cette méconnaissance de la réalité de la nature humaine. On pense qu'on peut la dépasser. Le problème de l'idéologue, c'est quelqu'un qui est toujours en avance sur la réalité et qui essaie de la canaliser. Il n'arrive pas à la canaliser. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va la raser, il va la couper, il va la transformer. C'est ce qu'ont fait les soviétiques. L'idéologie est destructrice. Il faut surmonter, il faut dépasser, il faut sortir de l'idéologie, qui est une religion déviée, qui est un christianisme sécularisé, vicieux, bref, pervers. Voilà pour vous venez de parler de La Roue Rouge. Tous les deux, il faudrait préciser pour nos auditeurs que c'est pas
un ouvrage. Non, c'est une œuvre. C'est une œuvre. Mais c'est une œuvre de, oui. Combien de volumes? C'est 10 volumes. 10 volumes. Ça donc, travers 4 moments charnières, pas ce qu'il appelle 4 nœuds. pas très accessible, ne serait-ce que Non, malheureusement financièrement. On arrivera un jour. D'abord, la traduction est, je pense, encore en cours en français. Peut-être même pas en russe, ça serait surprenant. Mais en français, elle est encore la traduction est pas achevée, il me semble. Je veux pas dire de bêtises. Non, il faut du temps pour lire Solzhenitsyn, pour lire Proust. Il faut pendant les grandes vacances ou pour moi, j'ai la nostalgie de mes années d'étudiant parce que j'en avais un temps libre. C'était béni. On pouvait se consacrer pleinement à la lecture. Enfin, c'est formateur. Et de cette roue rouge, c'est 4 nœuds. Enfin, 10 volumes, mais c'est 4 nœuds, 4 romans charnières. Son idée des nœuds, il développe cette idée nœuds, mais elle est nœuds. centrale. Pourquoi? C'est pourquoi je parlais tout à l'heure il remonte à la source. Donc il essaye de démêler ces fils qui sont emmêlés. Il essaye de déchiffrer cette énigme de l'histoire. Pourquoi 1917 s'est produit? C'est pas produit. Voilà. Même il y a des tentations chez lui presque un peu uchroniques. D'imaginer comment ça aurait pu être. Comment ça aurait pu être s'il n'y avait pas eu la Révolution. Il veut comprendre. Justement. Voilà. Il veut comprendre. Voilà. Et du reste, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'arrête en avril 1917, au moment du retour de Lénine à Pétrograd. Parce qu'il estime qu'en fait tout est joué en avril 1917 avec le triomphe des libéraux, en somme, avec la révolution de février. Tout est plié à ce moment-là. Et bon, et il a expliqué que c'était pas la peine de poursuivre jusqu'en octobre, puisque en fait le venin libéral engendre automatiquement l'arrivée du Moloch bolchevique. C'est donc de ce point de vue, c'est intéressant aussi. Mais alors, ce qui est intéressant également dans cette œuvre, dans l'œuvre La Roue Rouge, c'est que on découvre également que Solzhenitsyn n'est pas fataliste. Il n'a pas une vision fataliste de l'histoire. C'est ce qu'il distingue en réalité quand même de Maistre. C'est quand même ce qu'il distingue de Maistre. De toute façon, il y a d'autres éléments. Il y a chez de Maistre, il y a une fascination pour le crime, comme chez Dostoïevski. Chez Solzhenitsyn, à aucun moment. Et du reste, sa polémique avec Tolstoï, il vise Tolstoï, le préfacier de Guerre épée. C'est précisément cette espèce de fatalité historique. Je rappelle aux auditeurs que Tolstoï pensait que Napoléon, mais au fond comme de Maistre, était un jouet des éléments, du cosmos. Chez de Maistre, c'est de Dieu. Et Koutouzov également. Non, au contraire, il y a un extraordinaire volontarisme chez Solzhenitsyn. Pourquoi? C'est un homme de foi. Parce qu'il pense que la liberté est une conquête. Parce qu'il faut aller la chercher. Et il pense que la révolution n'était pas du tout inéluctable, qu'elle aurait pu être évitée. Du reste, ce qui est très important à souligner, c'est qu'il était un admirateur de Stolypine, le grand réformateur russe qui a été assassiné en 1911. Du reste, les assassins savaient très bien ce qu'ils faisaient, puisque en assassinant Stolypine, ils assassinaient l'homme qui aurait précisément pu éviter la révolution. Enfin, on aurait pu imaginer qu'il aurait pu éviter la révolution et qu'il aurait pu éviter même l'engagement de la Russie dans l'aventure qui l'a conduite à la guerre. Et donc, partant, aurait évité la révolution aussi, par ses réformes et par une politique étrangère plus réaliste que celle qui avait été menée et qui avait excité la Russie vers la guerre. Enfin, la Russie n'était pas la seule d'ailleurs à être excitée vers la guerre. Tout le monde était excité. Mais j'introduis une toute petite nuance. C'est de mémoire, parce que comme je sors, j'ai lu il y a quelques mois le bouquin de Colosimo, donc sur l'apocalypse russe. C'est comme une nation qui est chauffée à l'alcool de la révolution. Et Colosimo cite ce chiffre qui donne le vertige. De 1900 à 1917, tenez-vous bien, il y a 23 000 attentats en Russie. 23 000. Et pour 17 000 morts. C'est énorme. Donc c'est colossal. C'est ce qui est colossal. Alors certes, les choses auraient pu être différentes. Mais depuis des années 1860-1870, les figures révolutionnaires, terroristes, nihilistes, le nihilisme né en Russie dans ces années-là, dans ces eaux-là. L'œuvre de Dostoïevski porte justement c'est un éclairage génial sur ces figures-là. C'est que la Russie est en feu. Alors je veux pas m'inscrire en faux sur ce que dit Christian Brosio, mais simplement introduire une très jeune nuance. C'est qu'elle était vraiment sur la pente glissante.
qui allait conduire. Est-ce que Solzhenitsyn, il nous reste, je vous le précise, 10 minutes. Cet entretien, je crois, pourrait durer des heures plus longtemps parce qu'il est passionnant. J'espère que nos auditeurs l'apprécieront, même si, et peut-être à cause du fait que nous allions un peu en avant, en arrière, à droite, à gauche, c'est beaucoup plus intéressant. Ça évite de faire un cours magistral qui pourrait ennuyer les gens de la naissance de Solzhenitsyn à la fin. Vous faites le parcours dans tous les sens, comme en forêt, les forêts russes de la vie de Solzhenitsyn. Et a-t-il écrit précisément des données sur la forme de gouvernement des peuples qu'il estimait la meilleure? Oui, il a beaucoup écrit sur enfin, je sais pas si Christian Ambrosio veut. Je pense. Oui, non, il a beaucoup écrit. Notamment dans comment réaménager notre. Voilà, surtout sur la fin, il y a un versant programmatique dans ce, mais c'est très précis ou c'est un peu un rêve? Non, il fixe le cadre, le décor, le cadre général d'une réforme de la Russie. C'est-à-dire d'abord, c'est l'essentiel chez Solzhenitsyn, décidément, c'est son amour pour la terre russe, pour la patrie russe. Simplement, il la connaît, cette terre russe. C'est un empire immense. Donc, il veut se concentrer l'empire sur sa dimension russe. En réalité, donc c'est les Russes sur l'essentiel, les Russes plus les Russes de l'extérieur, puisqu'il y a quand même un malheur russe encore aujourd'hui, puisqu'il y a 26 millions, je crois, de Russes en Biélorussie et en Ukraine. Donc sur la Tchétchénie, même s'il c'est assez nuancé, il sait que la Tchétchénie n'est pas que tchétchène. Enfin, c'est pas André Glucksmann, loin de là. Mais bon, après tout, si elle est perdue, elle est perdue. Il faut se concentrer sur la terre russe. Et pourquoi? Parce que c'est une terre à l'espace infini. Elle est géographiquement, en termes de population, elle est européenne. Géographiquement, elle est eurasienne. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour cette terre russe? Il faut contrer la maladie russe, qui est l'autocratisme et le centralisme. Donc, il préconise ce qu'il appelle l'auto-administration locale sur la base des zemstvot. Comme pardon la prononciation, je ne suis pas russophone. Ce sont les petites communautés. Qu'est-ce que c'est une forme comme la Suisse? Un petit peu. C'est-à-dire que c'est Alexandre II qui a mis en place. Pourquoi? Parce que c'est le système postal qui a montré, c'est le naissant, l'impossibilité de fonctionner. C'est que les communes avaient dû organiser, enfin les provinces russes, leur propre système postaux. Et de là, de fil en aiguille, on avait créé des autorités provinciales. Et donc, il veut essayer de rétablir ça. Au fond, il veut essayer de combiner le beau centralisme qui est nécessaire pour gérer un aussi grand empire, une forme de localisme, une sorte de démocratie locale. Démocratie locale, voilà. Qui, à partir de laquelle on aurait délégué des assemblées au niveau régional, voilà, et ainsi de suite. Mais étant bien entendu que pour lui, cette formule est valable pour la Russie, pas pour d'autres pays, puisque la Russie, son étendue, vous venez de le dire, sa grandeur, impose des... Et ce modèle est quand même déclinable je crois qu'on peut combiner le haut et le bas. Simplement, lui, ce qu'il voudrait, c'est plutôt que le pouvoir vienne d'en haut en Russie. Il aimerait qu'il émane du bas. Et moi, je trouve qu'il est assez proche du principe de subsidiarité. En réalité, c'est que Luc Dietrich disait, qui est un écrivain français, il disait que l'homme est un animal de petite compagnie. Et Solzhenitsyn ne dit pas autre chose. C'est qu'en gros, les 4/5 de nos vies sont pas organisés par l'État. Donc, il y a aucune raison que la totalité de notre vie le soit en contre-coup, inversement réalisé par l'État. Donc, c'est nous-mêmes qui devons nous auto-organiser. Alors, ça peut relever d'une certaine je veux pas reprendre le passage de Libération que citait Christian Ambrosio tout à l'heure, mais disons qu'il y a un mythe russe qui est inopérant et il traverse l'œuvre de Dostoïevski, de Solzhenitsyn. Il y a une rêverie russe de l'entre-soi. On le voit très bien dans un des chefs-d'œuvre russes qui est Oblomov, qui est un livre sur l'oblomovisme. C'est un des traits russes. C'est un livre aussi important que le Don Quichotte pour les Européens de l'Ouest, l'Oblomov, à telle enseigne que l'oblomovisme est devenu un des traits du caractère russe, c'est-à-dire une sorte de fatalisme, de paresse, d'abolie, de passivité. Et dans le livre d'Oblomov, il y a un passage qui s'appelle Le songe d'Oblomov. C'est une rêverie d'une société organique
totalement réactionnaire, quasiment paradisiaque au fond, où les rapports de classe c'est pas qu'ils n'existent pas, mais sont rendus supportables. Donc il y a cette rêverie dans l'œuvre de Solzhenitsyn. Bon, la réalité poutinienne dément totalement. Je veux pas attaquer Poutine. Oui. Poutine a redressé son pays. Bon, il a été beaucoup aidé par le renchérissement du prix du baril de brut. Hein. Mais cela dit, Dieu merci, il y a eu Poutine pour les Russes après l'épisode helsinien. Mais Poutine dément complètement le souhait de Solzhenitsyn. Hein. C'est qu'il continue le modèle autocratique impérial. Hein. Mais comment gérer un aussi grand ensemble, hein? C'est toute la question, quoi. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Je n'ai pas la réponse sur la. Non, mais je voulais. La réponse que donne Solzhenitsyn, c'est que l'auto-organisation par le bas. Donc ce qu'il appelle l'auto-administration locale, qui est un corollaire de ce qu'il appelait sur l'auto-limitation radieuse, hein. C'est-à-dire qu'on est des animaux de petites compagnies. Il faut qu'on apprenne à se gérer soi-même. C'est ce que disait Christian Brosius tout à l'heure. Démocratie locale, hein, et organique. Hein. Ça suppose quand même qu'on a affaire à des peuples vertueux. Vertueux. Alors peut-être qu'il y a une rêverie chez les réactionnaires. C'était mieux avant. Peut-être que c'est une rêverie, un mal dont je souffre, hein, également. Mais simplement on est obligé de s'appuyer là-dessus pour imaginer que les choses peuvent être autrement. Bien. C'est ça. Je disais il y a quelques minutes que cet entretien aurait pu durer encore longtemps. Il n'empêche que on peut le reprendre. Mais oui, Christian Brosius. Alors évidemment. Alors il nous faut une conclusion un peu brutale. On repasse un peu. Je reviens un peu en arrière. Ce qu'on disait, je reviens un peu sur le discours de Harvard, qui est quand même un discours fondateur. Hein. Dans le deuxième volume de ses souvenirs, Solzhenitsyn, le grain tombé entre les meules, hein, Solzhenitsyn évoque cet épisode du discours de Harvard et l'accueil qu'il a reçu, et les réactions extrêmement négatives et hargneuses dont il a fait l'objet dans les médias occidentaux. Voilà ce qu'écrit Solzhenitsyn. Jusqu'au discours de Harvard, je m'étais figuré naïvement vivre dans un pays où on pouvait dire ce qu'on voulait, sans flatter la société dominante. Mais en fait, la démocratie, elle aussi, attend qu'on la flatte. Tant que j'avais appelé à ne pas vivre dans le mensonge en URSS, tout s'était bien passé. Mais ne pas vivre dans le mensonge aux États-Unis, alors là, dehors. Bravo. Christian Brosius et François Bousquet, je vous ai dit il y a quelques secondes que dépendait de vous peut-être et de l'actualité, et si vous le souhaitez, que pour les auditeurs de Radio Courtoisie, on puisse prolonger ce parcours sur Solzhenitsyn, sa vie, ce qu'il a écrit, parce que c'est prodigieux et que on ne peut pas en une heure effectivement en faire le tour, même si vous avez réussi à aborder beaucoup d'aspects de son œuvre. Il nous reste 2 petites minutes pour conclure. Est-ce que j'aurai la bonté de vous accorder 1 minute à chacun? Ça vous va? Oui, c'est parfait. Ouais. Parfait. Alors, simplement renvoyer les auditeurs vers l'œuvre. Elle est si volumineuse que elle est inabordable. Enfin, si on n'a pas 2 mois devant soi. Donc, je disais que j'ai relu cette nuit le discours d'Harvard, hein, dont Christian Brosius vient d'évoquer. C'est un texte. Et où on trouve ce discours d'Harvard? Alors peut-être qu'il a été réédité. Là, il doit y avoir certainement que les éditeurs qui font des affaires, mais après tout, pourquoi le reprocher? D'autant plus que Solzhenitsyn a un éditeur extraordinaire, qui est Claude Durand, qui en parle magnifiquement, qui a défendu contre vents et marées, qui sauve l'honneur de l'édition française aujourd'hui. Donc il est possible que Fayard le réédite. Moi, je renvoie les lecteurs vers ce discours de Harvard, hein, qui me semble un texte majeur. Et vous, Christian Brosius? Le déclin du courage, pardon. Et le déclin du courage, ce qui est le texte du discours de Harvard, hein, que nos auditeurs aient le titre qui est le exact. titre français de Très l'édition française. Et alors moi, je recommanderais pour les lecteurs, en dehors évidemment de toute la grande œuvre de Solzhenitsyn, les 3 livres justement qu'il a consacrés à la Russie depuis son retour, à savoir Comment réaménager notre Russie, qui était paru en 1990 chez Fayard, hein,
Le deuxième, c'est toujours chez Fayard. Alors, les trois ont été publiés chez Fayard. Le problème russe à la fin du XXe siècle et la Russie sous l'avalanche. Merci Christian Brosio. Merci à vous deux, Christian Brosio et François Bousquet. Et je dis rendez-vous dans quelques minutes aux auditeurs de Radio Courtoisie pour la suite de ce libre journal. Bien, il ne s'est pas passé quelques minutes, mais juste quelques secondes, chers auditeurs de Radio Courtoisie, avant que nous reprenions l'antenne, et cette fois-ci en direct. Je suis en direct en ce moment avec Pierre Le Vigan, que je vais vous présenter dans quelques minutes. Bonsoir. Bonsoir. Pour une demi-heure, jusqu'à la petite pause technique habituelle de 19h30, après quoi j'aurai une liaison directe, mais par téléphone, avec l'abbé Laurence, qui se trouve en ce moment à Saint-Malo, où il participe à l'université d'été de la Fraternité Saint-Pie-X. La dernière heure de ce journal sera aussi une émission préenregistrée avec Xavier Martin. L'abbé Laurence a tracé l'itinéraire d'un historien à partir de son livre qui est le livre de Xavier Martin, Régénérer l'espèce humaine. Ça, c'est pour la dernière partie, la dernière heure pendant laquelle vous ne pourrez pas intervenir. Par contre, tout de suite, vous pouvez intervenir pendant l'entretien que nous aurons avec Pierre Le Vigan et ensuite avec l'abbé Laurence. Alors, Pierre Le Vigan, vous avez participé déjà à une précédente émission de Radio Courtoisie avec moi. Nous avions présenté assez longuement votre livre « Inventaire de la modernité avant liquidation », qui avait beaucoup intéressé nos auditeurs. Je répète, pour ceux qui n'auraient pas pu noter le nom de votre éditeur, il s'appelle Avatar Édition. On trouve aussi votre livre dans différentes librairies, mais je ne vais pas accabler les auditeurs, de toute façon, comme nous n'avons qu'une petite demi-heure, avec des adresses et des téléphones. Pour Paris, ils peuvent se procurer votre livre, Inventaire de la modernité avant liquidation, à la librairie Primatis. Tout à fait, 10 rue Primatis. Voilà, tout simple, 10 rue Primatis, arrondissement 13e, 75 013 Paris, métro Place d'Italie, et sur Internet très facilement sur le site Librad, L-I-B-R-A-D. Librad. Ou pour Paris, donc, ou librairie Primatis. Ou même sur Amazon, on trouve aussi l'ouvrage, mais il est mieux de passer par Librad. Très bien, merci. Donc Pierre Le Vigan, nous allons aujourd'hui nous intéresser à un problème qui semble avoir, comment dirais-je, ne plus intéresser beaucoup les journalistes français. Nous le disions tout à l'heure hors antenne, lorsqu'un événement important se produit, 3 jours après, on n'y pense plus, on parle d'autre chose. En ce moment, on parle beaucoup des Jeux Olympiques, il y a la triste affaire de la Russie et de la Géorgie, mais enfin, ainsi passent les jours, les événements, même très importants, sont balayés par les événements qui suivent, même si ceux-là ne sont pas très importants. Un problème qui vous intéresse particulièrement, Pierre Le Vigan, ce sont les institutions de la République. Nous allons donc essayer, autour d'un thème tout simple, de réforme en réforme, puisqu'il y en a eu beaucoup. Où va la République? Vous allez, nous dire ce que vous en pensez. Toutes ces réformes mènent la République à quoi? Donc, un petit examen des institutions de la 5e. Qu'est-ce qui est bon et peut-être conservé? Qu'est-ce qui ne le mérite pas? Avez-vous des coups de chapeau à donner ou des coups de semonce? Pas beaucoup de coups de chapeau, en tout cas. Alors, effectivement, on pourrait peut-être partir sur le dernier événement. Ce quelques auditeurs les plus nombreux possibles, espérons, de Radio Courtoisie ont en tête, malgré tout, entre la libération d'Ingrid Betancourt et les chinoiseries des Jeux Olympiques, ma foi. Juste, oui. C'est cette réforme des institutions qui a été votée à 2 voix de majorité. En fait, il fallait 538 voix, il y en a eu 539, donc une de plus que le minimum. C'est très récent, c'est la 2e quinzaine de juillet. Tout à fait. Ça a donc à peine, même pas un mois, et l'une de ces voix, bien sûr, était celle de Jacques Lang, député socialiste. Les autres voix qui ont compté, enfin qui ont permis cette adoption,
qui a réjoui Sarkozy, bien entendu, ce sont des voix du Parti radical de gauche qui, en l'occurrence, donc là, a basculé sur cette question à droite. Alors, au-delà de la cuisine, si je puis dire, électorale, qui est pas forcément ce qui intéresse le plus nos auditeurs, il y a un petit peu la question du fond. Dans quel sens va cette réforme qui était la 24e révision constitutionnelle de la Ve République? Depuis 58, depuis 50 ans, donc voilà. On n'a pas beaucoup parlé. Nous l'avions relevé d'ailleurs précédemment, cher Claude Giraud, avec notamment Christian Brosieux, on n'avait pas beaucoup parlé de cinquantenaire de la Ve République. Il est vrai que la France et la République ont beaucoup changé depuis. Mais pardonnez-moi, toute petite interruption. On a le sentiment qu'il n'y a pas grand monde qui ait envie de célébrer ce cinquantenaire. Oui, c'est effectivement. Alors c'est un petit peu tout l'objet de ce qui nous réunit. Hein. C'est un petit peu. Est-ce que les institutions expriment encore la volonté populaire comme elles sont censées le faire, ou est-ce qu'on s'en éloigne de plus en plus? Alors, prenons un petit peu cette révision récente et n'entrons pas dans tous les détails, mais évoquons quand même quelques-uns. Bon, il y a quand même quelques aspects de cette révision franchement anecdotiques. La limitation des mandats du président à 2 maximum. Bon, Sarkozy lui-même a dit que de toute façon, il ne voulait en faire qu'un. Même les présidents qui ont voulu en faire 2, c'était à l'époque des septennats. Un seul a réussi à en faire 2. Mitterrand. François Mitterrand. Et ça s'est quand même terminé. C'était une fin pas très glorieuse quand même. On se rappelle bien les 2-3 dernières années du second septennat de François Mitterrand. Autre aspect de cette petite révision constitutionnelle, il y a par exemple la limitation du 49.3 qui permet, je résume, de faire passer en force une proposition un projet de loi plutôt du gouvernement par session. Bon là c'est limité à 1 fois par session. La vérité c'est que il est très rare que le gouvernement l'utilise ne serait-ce qu'une fois par session, sauf dans un domaine où le 49.3 est maintenu, qui est en fait les domaines les plus importants pour le gouvernement, c'est le projet de loi de finances de la sécurité sociale et le budget général, c'est-à-dire en fait la loi de finances générale de l'État. Donc rappelons rapidement que pour les auditeurs de Radio Courtoisie, que ce fameux article 49.3 permet au gouvernement de passer en force. Absolument. Donc en gros, le gouvernement ne passera pas en force sauf sur les questions d'argent. Donc en d'autres termes, il ne passera pas en force sauf sur ce qui est important. Donc vous voyez le côté quand même pour le moins romantique de la chose. Absolument. Bon, alors il y avait une politique d'affichage dans cette révision constitutionnelle. Il y a notamment le référendum d'initiative populaire. Qui est quelque chose dont différents horizons politiques avaient été proposés. Bon, en fait, il ne sera possible que si 20% des parlementaires se mettent d'accord sur un texte. C'est quand même pas mal, 20%. Sur 550, 660 à peu près. Mais que, en plus, condition supplémentaire, cette proposition de loi soit soutenue par 10% des électeurs. 10% des électeurs, c'est quand même comment peuvent-ils la soutenir? Énorme. En signant un texte, une pétition. Par ailleurs, ça ne peut porter que sur une loi promulguée depuis plus d'1 an, donc on ne peut pas revenir sur une loi récente, et ce n'est soumis au référendum que si ça n'est pas examiné par le Parlement. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, curieux. Il faut que le Parlement ne s'intéresse pas à une question pour que ça soit soumis au référendum. Alors, on ne voit évidemment pas pourquoi le Parlement ne s'intéresserait pas à une question importante. Et qu'on demanderait au peuple. Donc finalement, à partir de là, on ne voit pas quelle question importante pourrait être soumise au référendum, puisque la condition, c'est qu'elle est soumise au référendum que si elle n'est pas examinée par le Parlement. Si c'est important, le Parlement va l'examiner, a priori. Donc, ce n'est pas très sérieux. C'est absurde. Et comme disait un député, Martine Billard, on ne risque pas l'overdose de référendum. Ça, c'est certain. Bon, il y a d'autres mesures qui vont dans le sens d'un petit accroissement des pouvoirs du Parlement, mais qui néanmoins sont surtout constituées par des commissions du Parlement, conditions en tout cas qui sont des émanations du Parlement et qui ne sont pas en séance publique. Donc c'est un accroissement de groupes un petit peu occultes.
en toute légalité, bien entendu. Quand je dis occulte, je n'entends pas des groupes clandestins. Mais non, je mais dis, on n'est pas quand même dans la transparence démocratique. Ils sont pas en pleine lumière. On n'est pas dans la séance publique. On est un petit peu dans les arrangements entre amis, hein, il faut bien le dire. Donc c'est pas une grande avancée de la démocratie. Et autre chose dont on a aussi beaucoup parlé, enfin, on a beaucoup parlé dans le gouvernement, a fait en sorte qu'on l'on parle, parce que ça allait, paraît-il, dans le sens du plus de pouvoir pour les citoyens, c'est la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel par les justiciables. Bon, mais c'est une procédure très compliquée, il faut commencer par saisir le Conseil d'État ou la Cour de cassation. C'est pas très sérieux. Dans la pratique, en dehors de quelques juristes de haut niveau, retraités si possible, ayant beaucoup de temps libre, qui, sincèrement, va prendre le temps de saisir le Conseil d'État ou la Cour de cassation. Ce sont des procédures extrêmement complexes. Voilà. Et encore faut-il que les gens, le peuple, les Français, sachent qu'ils peuvent le faire. C'est-à-dire qu'il faut... On ne veut pas le leur clamer. En plus, il faut se payer quand même un très bon avocat. Oui. Parce que on ne saisit pas le président de la Cour de cassation, par exemple, Philippe Séguin, pour une broutille, par un courrier. Pour des broutilles, ça peut se comprendre. Tout à fait, par un courrier qui ne soit pas très sérieusement argumenté au plan juridique. Oui. Donc on est quand même un petit peu dans le gadget. Et par ailleurs, on est aussi dans la judiciarisation générale. La judiciarisation n'étant pas la même chose que la démocratie. Bon, il y a aussi d'autres choses qui sont bien contradictoires avec beaucoup de pratiques, comme l'indépendance et le pluralisme des médias est garanti par la loi. Ça ne correspond pas pourtant à ce que l'observation de l'actualité des interfaces entre médias et pouvoir nous montre. Hein. Donc ce n'est pas très très sérieux. Il y a aussi un droit de veto du Parlement sur certaines nominations du président de la République. Mais en fait, c'est un seuil fixé à 60% des voix dans des commissions mixtes Sénat et Assemblée nationale, sachant que le Sénat n'est pas représentatif puisqu'il y a une surreprésentation de petites communes rurales plutôt à droite. Ça va pas non plus dans le sens, pour le gouvernement Sarkozy, d'un grand danger, puisqu'en fait, il est à peu près acquis de ne pas avoir beaucoup de soucis dans ce domaine. Bon, il n'y a pas de modification de mode de scrutin du Sénat et il n'y a pas de proportionnel, alors que la commission Balladur, mise en place par Sarkozy peu de temps après son élection, parlait beaucoup au début, en écho à des demandes de François Bayrou, hein, qui avait quand même fait 18% et des poussières au présidentiel, en écho à des revendications très anciennes des écologistes et aussi du Front National, d'une dose de proportionnelle. Alors, on ne situait pas trop cette dose, mais elle était censée être substantielle. Après, on a dit 10%. Reste à savoir si 10% c'est substantiel. Après, on a dit 5%, ce qui devenait quand même franchement comique. Et finalement, c'est rien du tout. Ce qui est toujours mieux finalement que 5%, parce que faut être clair, 5% de toute façon, ça aurait été un peu gadget. Oui. Donc là, nous n'avons pas d'avancée réelle de démocratie. Donc nous en sommes là avec cette 24e révision. Sachant que, sauf erreur de ma part, 2 seulement ont été adoptés par référendum. Les plus vieux auditeurs de Radio Courtoisie ont peut-être en tête le référendum de 62 qui portait sur l'élection du président de la République. Voilà, au suffrage universel, oui. puisque De Gaulle en 58 est arrivé au pouvoir par des biais tout à fait particuliers, hein, qui ont un rapport approximatif avec la légalité. Il y avait peut-être légitimité, mais il n'y avait pas forcément légalité. En ce moment, l'hebdomadaire Valeurs Actuelles produit une série sous la plume, sauf erreur de ma part, de Claude Jacquemart, sur précisément les années 58 et le retour au pouvoir du général de Gaulle. J'y renvoie nos auditeurs. Il se trouve que en 62, effectivement, a été décidé contre beaucoup de forces politiques d'horizons assez variés, notamment la gauche était très hostile, cette élection du président de la République au suffrage universel par un score de 73%, qui est évidemment une assez joli. Très grande majorité, qui n'est pas non plus un score à la soviétique. Et donc, évidemment, ça a changé beaucoup la nature de la Ve République.
Je rappelle à nos auditeurs que la Ve République est quand même essentiellement un régime parlementaire. Il y a plusieurs types de régimes parlementaires, bien entendu. C'est un régime parlementaire avec des pouvoirs assez forts du président, notamment l'article 16, mais c'est quand même un régime parlementaire. L'élection du suffrage du président au suffrage universel en 62, quel président? C'était De Gaulle, donc un homme qui suscitait à la fois des admirations et des haines féroces, mais dont il n'est pas niable qu'il avait une certaine envergure historique, voilà, explique un cela. certain poids historique qui pouvait expliquer précisément qu'il n'amenait pas à l'indifférence. On l'aimait beaucoup ou on le détestait beaucoup. En tout cas, on l'admirait à défaut de l'aimer ou on le détestait. Il se trouve que donc le général de Gaulle toutefois a maintenu une pratique relativement distante par rapport aux affaires très concrètes de la gestion administrative, si je puis dire, de la France. C'est-à-dire que il déléguait pas mal à son Premier ministre, qui a été essentiellement très longtemps Georges Pompidou et ensuite un tout petit peu Maurice Couve de Murville. Dès 73, Georges Pompidou propose quelque chose qui n'est entré dans la loi qu'en 2000, à savoir le quinquennat. Oui, dès 73, Georges Pompidou, décédé en avril 74. Mais il a fallu attendre 2000. Et il a reculé parce qu'il n'avait pas, il le craignait de ne pas avoir la majorité au Parlement, de se faire donc mettre en difficulté. Mais c'est très caractéristique puisque malgré tout, le septennat, qui date de MacMahon, qui date de 1873, si ma mémoire est bonne, ou je crois qu'il est antérieur à l'amendement Vallon de 1875, qui est à l'origine en fait de la Troisième République. Le septennat, bien entendu, son principe c'est quoi? Pourquoi 7 ans? Ça pourrait être 8 ans, ça pourrait être 9 ans, ça c'est pas le problème. Simplement, 7 c'est pas 5. Ça veut dire le mandat du président de la République n'est pas ajusté sur le mandat des députés, ce qui veut dire que le président est au-dessus des mandats des parlementaires. C'est-à-dire qu'il est à un autre niveau, il représente une autre instance. Qu'est-ce qu'il représente, le président de la République? Il représente une instance arbitrale, en fait, une instance décisionnaire en période de crise. Là, je renvoie un peu à la notion d'état de crise chez le politologue Carl Schmitt, sur lesquels Alain de Benoît a écrit récemment un fort bon livre. Alain de Benoît, qui est le préfacier de votre livre. Qui est effectivement mon préfacier. Donc, ce principe du septennat, différent du mandat des députés, mettait le président à un autre niveau que les députés. Or, le quinquennat, ça veut dire avoir la même temporalité. Alors ensuite, est-ce que la temporalité normale d'un président, ça doit être la même que celle d'un député? Ça, c'est une grande question. A priori, si on sépare la gestion des affaires courantes et l'idée même de souveraineté nationale, non. La souveraineté nationale, c'est d'un autre niveau que de savoir si c'est Guy Mollet qui est au pouvoir ou Jacques Chaban-Delmas ou Dominique de Villepin. Vous voyez, on n'est pas dans le même registre, on est dans le registre de la souveraineté nationale. Si on ajuste le mandat, ça veut dire que d'une certaine façon, on considère que le président n'est jamais que un super député, le chef des députés, ou un super Premier ministre. Vous pensez qu'il est préférable que les deux mandats ne soient pas ajustés? Je suis tout à fait, effectivement, pour un décalage, mais malheureusement, en 2000, Jacques Chirac et Lionel Jospin, en accord, en tout cas, s'ils étaient en désaccord, écoutez, ils n'avaient qu'à le faire savoir au peuple. En accord, donc, on proposait au peuple ce référendum sur le quinquennat qui n'a pas beaucoup intéressé les Français. Non. Et qui a quand même été adopté à 73%. Excusez-moi, tout à l'heure, j'ai fait une erreur. J'ai parlé de 73% pour le référendum de 62. En fait, en 62, c'est très simple à se rappeler, c'était 62%. Ah. En 62, ce n'est que 62% des Français qui ont souhaité, voilà, l'élection du président de la République au suffrage universel. Pourquoi? Pourtant, quand on dit aux gens, voulez-vous avoir le droit de donner votre avis sur l'élection du président, a priori, c'est assez logique que ça l'ait emporté. Mais malgré tout, les arguments de la gauche
ont porté assez fort, puisque ça fait quand même 38%, qui était que, au fond, sous prétexte de donner plus de pouvoir au peuple, ça risquait surtout d'amener au pouvoir personnel d'un homme qui était le général de Gaulle, voilà, et qui était très contesté à la fois par la gauche, par François Mitterrand, qui quelques années après allait écrire en 65 son fameux livre Le coup d'État permanent, et bien entendu l'hyper-présidence, si je puis dire, on n'employait pas le terme à l'époque, mais l'hyper-présidence du général de Gaulle était aussi très contestée par les droites nationalistes de gens comme Tixier-Vignancourt, etc. Alors que qui lui reprochaient sa politique algérienne. Pierre Le Vigan, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, les jeunes auditeurs de Radio Courtoisie, peut-être les moins jeunes qui ne le savent pas, rappeler d'un mot comment était élu avant le président de la République, avant son élection au suffrage universel, par le Parlement. Par le Parlement, tout à fait. Le Parlement étant bien entendu qu'il s'agit du Sénat et de la Chambre des députés réunis. Tout à fait. Donc des spécialistes déjà de la politique élisaient le président. Absolument. Alors effectivement, bien entendu, un président de la République non élu directement par le peuple a moins de légitimité. On l'a vu avec Albert Lebrun en 1940. Mais alors, effectivement, c'est une question sur laquelle qu'on abordera tout à l'heure. Ensuite, est-ce que le président, sous prétexte qu'il est élu par le peuple, doit avoir tous les pouvoirs? Est-ce qu'il faut passer vers cet autre extrême, c'est-à-dire d'un président qui, parce qu'il est élu par le peuple, en quelque sorte, monopolise tous les pouvoirs? Moi, je ne le crois pas. Vous venez de dire, Pierre Le Vigan, nous en parlerons tout à l'heure. Je vois qu'il nous reste 7 minutes. Le temps passe. Le temps passe très vite. Avec vous et pour nos auditeurs, j'en suis persuadée. Donc, vous commencez à aborder la conclusion sur ces fameuses réformes de la Ve République. Tout à fait. Donc c'est une avancée présidentialiste que cette réforme. Voilà. Elle permet au président de se présenter devant les chambres. D'une certaine façon, comme le président a un pouvoir de dissolution, c'est aussi quelque chose qui renforce son autorité. D'une certaine façon, le président de la République, enfin Sarkozy en tout cas, a imposé ce qu'il souhaitait, à savoir être à la fois président et Premier ministre. Sarkozy est en fait un super Premier ministre. Alors le risque, c'est quand on est à la fois président et Premier ministre, est-ce qu'on est encore vraiment président? C'est un petit peu ça la question. Quand on conduit un car, en quelque sorte, est-ce qu'on a suffisamment le temps de regarder la carte et de déterminer où est-ce qu'on va aller? Visiblement, ce qui intéresse Sarkozy, c'est d'être en première ligne, mais ensuite la vision à long terme, quelle est la sienne? Alors, ce qui apparaît manifeste, c'est que si on accumule de la fonction de président et de la fonction de Premier ministre, le Premier ministre François Fillon étant vraiment tout à fait éclipsé, d'une certaine façon, c'est la fonction présidentielle elle-même qui disparaît. Et malheureusement, c'est dans une certaine logique, c'est la logique de l'Europe, c'est la logique du traité dit simplifié, en fait modifié, qui en gros a remis en place ce que les Français avaient rejeté en 2005 à 55% des voix quand même, et donc finalement ça veut dire que la France n'a plus vraiment besoin d'un président de la République, c'est le sens de cette 24e révision constitutionnelle, qu'elle a simplement besoin d'un super manager, d'un big boss, d'un super Premier ministre. Est-ce que vous diriez que ma formule est simpliste si je vous demande si, au fond, c'est dans un intérêt personnel que Nicolas Sarkozy a envisagé cette réforme, le supermanager étant lui, en l'occurrence? Oui, c'est un peu simpliste, peut-être, mais... Non, vous avez tout à fait raison, Claude Giraud. C'est visiblement dans son tempérament d'être en première ligne, incarner la sacralité de la fonction présidentielle, très visiblement aussi, ne l'intéresse pas particulièrement.
Sarkozy a dit, c'est pas parce qu'il a dit qu'il le fera au demeurant, mais enfin, il a dit que ça ne l'intéressait pas forcément d'être président de mandat de suite. Donc, il est certain que cette réforme est dans la logique de son tempérament, mais elle va beaucoup plus loin. Elle est dans la logique de toute une technocratisation et judiciarisation de la République. Donc, vous avez parlé des fameuses commissions tout à l'heure. Tout à fait. Alors, si vous voulez, sur toutes ces révisions constitutionnelles, en fait, la plus importante, c'est bien entendu celle de 62. Importante aussi celle de l'an 2000. Mais vous savez, le plus décisif dans l'évolution de la Ve République, c'est quelque chose qui n'a absolument pas été une révision constitutionnelle, c'est tout simplement quelque chose qui a été un accord entre Jacques Chirac et Lionel Jospin un petit peu avant l'an 2000, et qui est la décision de permuter l'ordre normal des élections, puisque les élections législatives en 2002 auraient dû intervenir avant les présidentielles. Il est d'ailleurs relativement probable que la gauche aurait gagné les législatives, on ne refait pas l'histoire. Or, il se trouve que ça a été le contraire. On sait ce qu'ont été les élections présidentielles de 2002. Et en fait, cette inversion du calendrier, qui est dans la logique du quinquennat, mais qui néanmoins ne correspondait à aucune obligation constitutionnelle ou légale. Et cette inversion du calendrier a établi d'une manière irréversible la prééminence du président sur l'Assemblée nationale d'une part et sur le Premier ministre d'autre part. Donc nous sommes effectivement là dans un présidentialisme. On peut dire régime présidentiel, oui. Oui, mais qui n'est pas équilibré comme le régime américain, c'est-à-dire que c'est un régime présidentiel avec une surpuissance du président, puisque aux États-Unis, le président ne peut pas dissoudre les assemblées. Bien. radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.